Bonjour, nous accueillons aujourd'hui Mélanie Debloc de la CARSAT, donc de la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail des Hauts-de-France. Elle est avec nous aujourd'hui pendant 40 minutes pour parler bien de la réforme des retraites, enfin de toutes les questions que vous nous avez soumises en rapport avec cette réforme qui fait beaucoup parler. Bonjour. Bonjour. Et donc, on vous a sollicité via La Voix du Nord ces derniers jours. Nous avons déjà reçu pas mal de questions. Vous pouvez aussi les poser en direct sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram et même par mail à lavoixvoursrépond@lavoixdunord.fr. Alors, c'est parti, on démarre tout de suite avec une question qui nous vient de M.M. Alors, on en a qui signent leur nom entier, parfois les initiales, et qui nous dit « Actuellement, certains cheminots partent à 56 ans. Vont-ils partir désormais à 58 ou 64 ans ?» Alors, la réforme des retraites touche différents régimes. Alors, pour les cheminots, c'est un régime spécial qui a ses règles particulières. Et donc, il va falloir suivre. Moi, comme ça, je ne peux pas vous donner les conditions exactes de départ pour les cheminots. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour les régimes spéciaux, tous ceux qui dépendent de ces régimes-là vont continuer à dépendre de ces régimes-là, malgré la mise en œuvre de la réforme. Donc ça, c'est déjà un gros point, c'est le point le plus important, puisqu'il y a eu des annonces de disparition de certains régimes spéciaux, mais ce sera uniquement pour les nouveaux embauchés dans ces régimes-là, sur ces activités-là. Toutes les personnes qui sont déjà en activité depuis plusieurs années, depuis quelques mois, ou qui vont être là embauchées avant le 1er septembre, dépendront toujours du régime spécial. C'est la fameuse clause du grand-père. C'est bien ça. C'est-à-dire que ceux qui sont déjà embauchés, qui travaillent déjà dans l'entreprise, gardent les conditions précédentes. C'est bien ça. D'accord. Alors, on enchaîne sur une question de Florence qui nous dit « J'ai 52 ans. Si à 63 ans et 1 mois, attention c'est précis, j'ai 171 trimestres, est-ce que je peux prendre ma retraite ?» Alors, la retraite, d'une manière générale, ça fonctionne avec des âges clés, d'accord ? Il y a l'âge légal de départ en retraite, qui est le premier âge à partir duquel toute personne a le droit de bénéficier d'une retraite, quel que soit son nombre de trimestres. Après, pour l'avoir à taux plein, il faut un certain nombre de trimestres. Donc là, si madame a 52 ans, à 63 ans, elle n'aura pas l'âge légal, puisqu'elle va être touchée par la réforme, et la réforme prévoit un décalage de l'âge légal à 64 ans. Donc l'âge légal pour madame, c'est bien 64 ans. Après, si elle a déjà son 71 trimestres, potentiellement, c'est peut-être parce qu'elle a commencé à travailler jeune. Peut-être, là, je n'ai pas les informations. Et donc, il y a les dispositifs de départ anticipé carrière longue qui peuvent éventuellement rentrer en jeu. Mais pour ça, il faut avoir commencé à avoir travaillé avant 21 ans ou plus tard, pour un départ avant 64 ans. D'accord. Donc, les 171 trimestres ne lui permettent pas en soi de partir à la retraite avant 64 ans, sauf si elle bénéficie des dispositifs pour les personnes qui ont commencé à travailler très tôt. Qui ont commencé à travailler au moins avant 21 ans. Ok, ça marche pour Florence. Alors, on enchaîne avec une question de Edith. Edith qui nous dit « Quelle démarche faut-il faire pour demander sa retraite ? Quel est le délai pour faire sa demande ?» Je pense qu'elle est un peu plus en amont, mais c'est vrai que quand on n'est pas encore dedans, on se demande vraiment comment lancer les choses. Mais c'est important d'anticiper. L'idéal pour demander sa retraite, c'est de faire sa demande entre 5 et 6 mois avant le point de départ souhaité. D'accord ? On anticipe 5 à 6 mois avant son point de départ souhaité en retraite, on dépose sa demande de retraite. Alors, pour déposer sa demande de retraite, le plus simple, c'est de faire les démarches en ligne maintenant. Pourquoi c'est le plus simple ? Parce qu'en France, il y a plusieurs régimes de retraite. Quelle que soit votre activité, et si vous êtes salarié, vous avez cotisé à au moins 2 régimes différents, régime de base, régime complémentaire. Et le fait de déposer sa demande de retraite en ligne, ça permet de faire un seul dossier pour tous les régimes de retraite auprès desquels vous avez cotisé. Donc ça simplifie la démarche, puis on peut le faire quand on veut, ça prend une demi-heure de chez soi, c'est plus facile. Pour les gens qui n'aiment pas Internet, parce qu'il y en a malgré tout, il y a toujours la possibilité de faire sa demande par courrier. C'est un dossier à compléter, un dossier de 4 pages à compléter par courrier, à nous envoyer par voie postale.
ou alors de prendre rendez-vous pour être accompagné par un de nos conseillers. D'accord. Donc 5-6 mois, ça suffit. De toute façon, ce n'est pas possible avant. Donc ça suffit largement 5 à 6 mois pour déposer sa demande de retraite. Par contre, rien n'empêche de vérifier sa carrière bien avant. Sa carrière, on peut la vérifier dès l'entrée dans la vie active, en fait. Alors, on n'y pense pas quand on a 20 ans. Clairement, moi, quand j'avais 20 ans, je ne pensais pas à la retraite. Maintenant que je travaille en caisse de retraite, je me dis qu'il y a une réelle utilité à vérifier la mise à jour de sa carrière chaque année au fil de l'eau, en fait, au fur et à mesure. Parce que s'il manque une année, s'il y a un report qui ne se fait pas correctement, on va vous demander des justificatifs pour mettre à jour cette année-là. Et au plus vous le faites tôt par rapport à la période, et au plus vous avez de chances d'avoir les bons documents. Avec le temps, on perd des documents, on ne sait plus où ils sont rangés, il faut les fouiller dans les greniers, où il y a eu des inondations dans les maisons, ou d'autres problèmes, où on les a perdus dans un déménagement. Donc, au plus on suit au fil de l'eau sa carrière, et au plus ça facilite les démarches au moment du départ à la retraite. D'accord, ouais, donc 5-6 mois avant, mais en ayant en tête au fur et à mesure sa carrière, d'aller, vous conseillez quoi? D'aller voir tous les ans, tous les 2 ans? Une fois par an, ça suffit. De toute façon, nous, on met à jour une fois par an, c'est visible sur le relevé de carrière. En milieu d'année, on va voir que l'année précédente est correcte. Si elle est correcte, bah, c'est tout. Voilà, on est tranquille. Si elle n'est pas correcte, ça permet d'aller récupérer les documents et puis éventuellement de mettre à jour ce qui ne va pas dans l'année précédente. D'accord. Alors là, on commence à recevoir des questions directes par Facebook. Alors, je précise que quand elles arrivent par Facebook, je ne peux pas enlever les fautes d'orthographe ou coquilles, donc les questions vont apparaître avec des coquilles à l'écran. En l'occurrence, Marie-Reine nous dit « Bonjour, j'ai eu 62 ans le 8 mai et la CARDAT, donc c'est la CARSAT, m'a envoyé un message en me disant que le départ est le 1er décembre 2023. » Alors, il nous manque la fin de la question, non? Alors, bon, peut-être que vous allez pouvoir nous dire si c'est normal qu'elle ait reçu ce message. Alors, c'est peut-être son départ à taux plein. C'est peut-être qu'elle a reçu, effectivement, parce que là, madame, si elle a eu 62 ans le 8 mai, elle n'est pas touchée par la réforme des retraites, puisque ça touche les personnes nées à compter du 1er septembre 61, donc ceux qui ont 62 ans à compter du 1er septembre de cette année. D'accord. Par contre, effectivement, quand une personne demande sa retraite à l'âge légal, mais qu'elle n'a pas tous les trimestres pour obtenir le taux plein, une retraite à taux plein, on lui envoie un courrier qui lui explique, ben voilà, on peut vous attribuer une retraite à tel montant, mais si vous attendez cette date-là, vous pourrez percevoir une retraite à tel autre montant. Et c'est à vous de choisir entre les deux dates, en fait. Donc, d'après ce que je lis, ça me fait penser à ça. Oui, c'est ça. Donc, Marie-Reine, en fait, elle peut déjà partir à la retraite à 62 ans. Mais si elle a reçu ce courrier, c'est probablement pour lui dire, pour arriver au taux plein, c'est ça. C'est au 1er décembre 2023. Alors, on reçoit une autre question via Facebook que je vous lis de Laetitia, qui nous dit « Bonjour, j'ai travaillé très peu dans le privé, puis là, je suis fonctionnaire. J'ai eu 4 enfants dans le privé, donc 94, 96, 2000 et 2003, et 1 en 2011 dans le public. Combien de trimestres de bonification ai-je droit ?» Effectivement, je crois qu'il y a un changement sur la façon dont sont comptabilisés les enfants. Ce ne sont pas les mêmes règles, effectivement. Dans le privé, donc ce qui est géré par la CARSAT, c'est 8 trimestres maximum par enfant, 4 trimestres au titre de la maternité, donc le fait de les avoir eus, de les avoir mis au monde ou de les avoir adoptés. Pour les enfants adoptés, ça fonctionne aussi. Et 4 trimestres au titre de l'éducation. Donc là, pour les années de naissance, tous les trimestres sont accordés à la maman. Pour les enfants plus jeunes, potentiellement, les trimestres d'éducation peuvent être répartis entre la maman ou le papa. Mais bon, là, pour les années citées par madame, c'est que pour la maman. Donc pour les 4 enfants dans le privé, 8 trimestres par enfant. Pour l'enfant dans le public, les bonifications enfants dans la fonction publique valident au maximum 4 trimestres. D'accord. Voilà. Ah oui, donc, alors, les conditions d'attribution, je ne les connais pas, mais je sais que c'est au maximum 4 trimestres pour un enfant dans le public et 8 chez nous. Ah, d'accord, donc c'est un peu moins, avantageux, si je puis dire, sur cette partie-là. Par rapport en tout cas aux enfants d'ailleurs. Et le changement par rapport aux dates de naissance des enfants, vous disiez qu'avant une certaine date, il n'y a que les mamans qui peuvent bénéficier des 4 mois éducation, je crois. 4 années. Les 4 trimestres, en fait. Enfin, des 4 trimestres d'éducation. Éducation, c'est à quelle date que se fait ce changement? C'est pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2010. D'accord. Donc, tous les enfants nés
le 1er janvier 2010 ou après le 1er janvier 2010. Les trimestres peuvent éducation uniquement, pas les 4 trimestres maternité qui restent à la mère. Les trimestres éducation peuvent être répartis entre le père et la mère. C'est un choix qui doit être fait par les parents et qui doit être signalé aux caisses dans les 6 mois qui suivent les 4 ans de l'enfant. C'est précis. Hein. Il faut vraiment suivre. Mais attendez, parce que du coup, vous me dites si je dis une bêtise, hein, un enfant là qui est né donc en 2011, oui. Si là, on ne l'a pas fait avant 2015, c'est à la maman. Les trimestres sont attribués à la maman, les 4. Mais alors même que ça fait partie de la réforme des retraites? Non, ça c'est la législation actuelle qui ne change pas avec la réforme. La réforme va changer cette répartition, puisque avant réforme, donc la législation actuelle, les 4 trimestres peuvent être répartis au choix. On peut donner les 4 trimestres au papa, par exemple. Avec la réforme, il y a 2 trimestres qui seront d'office attribués à la maman, et c'est les 2 derniers trimestres qui pourront être soit donnés au papa, soit répartis entre les 2 parents. D'accord. Oui, donc à un âge où on ne s'intéresse pas forcément à la retraite, avec des enfants petits, c'est souvent jeune. Bien penser, jeunes parents, si vous voulez vous répartir. Il faut se mettre une alerte. Hein. Les trimestres, c'est avant les 4 ans de l'enfant. C'est dans les 6 mois qui suivent les 4 ans de l'enfant. Dans les 6 mois qui suivent les 4 ans. Ok. Alors, encore une question qui nous arrive par Facebook, qui est de Bernadette, qui nous demande qui sera bénéficiaire d'une retraite à 1 200 €. Alors, c'est le point de réforme qui touche ce qu'on appelle le minimum contributif. Alors, en fait, c'est pour des personnes qui ont une retraite attribuée à taux plein avec un certain nombre de trimestres au compte. D'accord ? C'est la première condition. Et après, pour les personnes dont le montant de retraite, une fois qu'il est calculé, est en dessous de ce plafond, on va augmenter le montant de retraite jusqu'à un certain seuil. Alors, c'est un peu plus compliqué que les 1 200 € parce qu'en fait, ça dépend. On attend les décrets d'application, hein, mais le minimum tel qu'il est calculé aujourd'hui, il est proratisé en fonction du nombre de trimestres qu'on a dans sa carrière. D'accord, c'est 1 200 € pour ceux qui ont tout leur trimestre. Ceux qui ont un petit peu moins de trimestres, on proratise. Si vous avez 150 sur 160 trimestres, on va faire 1 200 fois 150 divisé par 160. Ah oui, d'accord. Ça, c'est la législation actuelle. D'accord ? Donc là, on attend les décrets d'application pour le nouveau minimum contributif. On n'a pas encore les conditions exactes de calcul. Mais quoi qu'il arrive, ce sera pour des personnes qui ont une retraite à taux plein, avec un nombre de trimestres minimum au compte, et puis qui ont forcément un montant bas, tout régime de retraite confondu. On est bien d'accord, on prend toutes les retraites. En France, il y a le niveau de base, la retraite de base, la retraite complémentaire. On prend tous les régimes de retraite base complémentaire, on fait la somme, et si le montant des retraites est inférieur à un certain plafond, on remonte le montant de la retraite. D'accord. Oui, non, en tout cas, ce que j'entends, c'est le fait que c'est 1 200 €, quand on a tous ces trimestres, et que sinon, c'est... Alors, ça, c'est la législation actuelle. Le reste, ce sera fixé par décret. On attend les détails du décret. D'accord. J'enchaîne avec une autre question sur les petites retraites qui nous arrive de Gaetano, qui nous dit, attention, c'est long. Il va y avoir une revalorisation des petites retraites, ce qui est très bien pour ceux qui ont très peu travaillé, voire pas du tout. Donc, en l'occurrence, il se trompe, puisque... Non, il y a quand même une revalorisation. Il y a quand même une revalorisation. Mais qu'en est-il des petites retraites octroyées aux personnes qui ont une carrière complète? Maintenant, on revient un peu sur ce que vous... C'est le même principe, en fait. Quel que soit... à partir du moment où vous avez droit à ce minimum contributif, il va y avoir une revalorisation du minimum contributif. Donc après, il y a 2 cas différents aussi. Il y a les retraites qu'on va attribuer à partir du 1er septembre, qui vont avoir une modalité de calcul de ce minimum qui sera fixée par décret. Et là, le décret n'est pas encore sorti, je ne peux pas vous donner plus de détails. Et puis, ce qui est prévu aussi, c'est que toutes les retraites qui sont d'ores et déjà versées, c'est-à-dire des gens qui sont déjà bénéficiaires de leur retraite, si leur retraite est en dessous d'un certain plafond, on va venir revaloriser le montant de leur retraite. Et là, c'est pareil, on attend le décret qui va nous expliquer comment faire précisément. Pour l'instant, on n'a pas le détail. D'accord. J'enchaîne avec une question qui vient de nous arriver de Ahmed, qui concerne les emplois jeunes. Alors, je la montre là. J'ai été en contrat emploi jeune dans les années 90. Donc, effectivement, c'est un type de contrat qui n'existe plus, mais qui était en vogue pour les moins de 26 ans, je crois, dans les années 90. Est-ce que ces années vont être prises en compte dans le calcul de ma retraite? Voilà. Est-ce que ça... on peut élargir en question des stages aussi. Il y a
tous ces contrats un peu d'entrée dans le travail, les contrats pro, les stages, les emplois jeunes. Et comment c'est comptabilisé ça dans le calcul de la retraite? Il y a des dispositifs déjà existants. C'est-à-dire qu'il y avait des cotisations versées sur ces contrats-là, et ces cotisations permettent de valider des trimestres. Ce qui était reproché au système actuel, c'était que finalement, le nombre de trimestres validés était faible par rapport à la durée d'activité et par rapport à l'activité. Donc la réforme, elle prévoit d'améliorer le nombre de trimestres validés sur ces périodes-là et sur ces contrats-là. Alors, sous quelle modalité, c'est pareil, on attend les décrets d'application, mais en tout cas, il y aura une meilleure prise en compte de ces périodes-là. Contrats jeunes, les contrats TUC, ça a souvent été cité dans les médias quand on parlait de la réforme. Tous ces contrats, les modalités de validation de trimestre vont être aménagées pour permettre de valider plus de trimestres que ce que la loi le permet aujourd'hui. Pour les périodes de stage professionnel, c'est pareil. Il y a actuellement des périodes de stage professionnels qui sont déjà pris en compte et qui permettent de valider des trimestres uniquement, sans salaire au compte, mais des trimestres. Et la réforme prévoit d'augmenter le nombre de types de stages professionnels qui permettront de valider des trimestres. D'accord. Ouais, donc on n'a pas encore les précisions dessus, mais on sait qu'en tout cas, ça devrait aller. Il faut attendre le décret d'application. Je rebondis sur une question voilà, que j'ai vu passer plusieurs fois depuis la réforme des retraites, qui est celle des rachats de trimestres. C'est ça pendant qu'on est études, apprentissage ou les années d'études supérieures. Comment ça marche ça? Vous pouvez nous dire un peu? Alors, le principe des rachats de trimestres, c'est-à-dire pour des périodes très spécifiques qui sont prévues dans la loi, les personnes qui n'ont pas tout leur trimestre au compte sur une année donnée peuvent éventuellement racheter des trimestres, c'est-à-dire qu'ils vont verser de l'argent, ils choisissent, il y a différents taux, on verse plus ou moins d'argent pour racheter des trimestres, pour le calcul du taux ou pour le nombre de trimestres. On calcule le montant de la retraite en 3 parties en fait. Il y a le salaire annuel moyen, le taux et la partie durée d'assurance. On rachète des trimestres soit pour le taux, soit pour la durée d'assurance, soit pour les deux. Et ce n'est pas le même coût, forcément. Si on rachète pour les deux, ça coûte plus cher que si on rachète que pour le taux. Vous voyez ? Donc, c'est un dispositif qui existe déjà. Et effectivement, ce dispositif va être ouvert à d'autres situations. Il y en aura notamment pour les sportifs de haut niveau ou certaines situations pour les élus locaux. Enfin voilà, ça va être élargi. Les études supérieures, ça existe déjà. Ça existe aussi déjà pour les périodes d'apprentissage. Mais ces périodes-là, en fait, le rachat, jusqu'à présent, il était prévu dans un délai maximum. C'est-à-dire qu'au-delà de tant d'années après les études, on n'avait plus le droit de racheter. Là, maintenant, ce délai il va être augmenté. Ça permettra aux gens d'avoir un temps de réflexion plus important et de se décider peut-être un peu plus tard dans leur carrière professionnelle pour dire oui, je rachète ou non, je rachète pas. Et on sait déjà de combien de temps va être, non, tout ça, va être augmenté ce temps? Tous ces détails-là, quand une loi sort, une réforme de ce type-là sort, comme cette année, on attend les décrets d'application. Il faut savoir qu'on est en attente à peu près d'une 30aine de décrets d'application pour savoir comment on va mettre en œuvre la réforme. Donc là, il est vraiment trop tôt. Ces décrets-là vont sortir cet été, au courant de l'été. D'accord. Alors, j'enchaîne sur une question, on a plein qui arrivent en direct, j'ai lu en même temps, de Valérie, qui nous dit, il faut que tu me montres, qui nous dit, né le 13/02/1965, je totalise 6 trimestres avant le 31 décembre de l'année de mes 20 ans. À ce jour, je totalise 1565 trimestres. Non. 165. 165. Toujours, ça fait beaucoup d'années de travail. Au 1er janvier 2023, j'ai un enfant. À quel âge pourrais-je prétendre à la retraite? C'est très précis. Alors, je ne vais pas m'engager à 100% parce que madame, elle a compris, hein, elle va être touchée par la réforme des retraites vu son année de naissance, c'est certain. Ce que je peux dire, pour une personne née en 1965, l'âge légal de départ à la retraite va être décalé d'1 an et 3 mois. Donc, au lieu d'être fixé à 62 ans, ce sera fixé à 63 ans et 3 mois. D'accord ? Ça, c'est l'âge légal. Après, madame, elle explique avoir commencé avant ses 20 ans. Donc, potentiellement, la réforme prévoit, avant les 20 ans, de pouvoir bénéficier de sa retraite à compter de, que je ne dise pas de bêtises, 62 ans. D'accord ?
C'est 58 ans quand on a commencé avant 16 ans, 60 ans quand on a commencé avant 18 ans et 62 ans quand on a commencé avant 20 ans. D'accord? Donc là, pour madame, c'est un départ possible à compter de 62 ans, selon ce qui est prévu dans la réforme. On attend toujours les décrets d'application, je suis très précautionneuse. D'accord? Et pour ça, effectivement, il y a 2 conditions à remplir. Une condition de début d'activité, donc un certain nombre de trimestres avant l'année clé. Là, c'est ce qu'explique madame. 6 trimestres avant les 20 ans, a priori, elle remplira cette condition de début d'activité. En tout cas, si c'est comme avec la législation en cours, la condition est remplie. Et puis après, il y a un nombre de trimestres cotisés au compte sur toute la période de l'activité professionnelle. Et les trimestres cotisés, il faut bien être précis, parce que les trimestres cotisés ce sont ceux validés par des revenus d'activité professionnelle, en grande majorité. Les trimestres enfants ne sont pas des trimestres cotisés. D'accord ? Ce sont des trimestres validés, mais pas cotisés. Il y a plein d'autres activités, il y a plein d'autres situations, chômage, maladie, qui ne rentrent pas dans les trimestres cotisés. Il y a des dérogations pour des périodes très courtes, mais sinon, le reste des années, ça ne rentre pas dans les trimestres cotisés. Et la condition, c'est bien des trimestres cotisés pour un départ anticipé. Donc là, après, il faut étudier au cas par cas. Puis quoi qu'il arrive pour madame, il faut attendre le décret d'application. Ça, je vais le répéter à chaque question, mais c'est la situation du jour. Oui, effectivement, on attend pas mal de décrets d'application. Et alors, j'enchaîne sur une question qui va un peu dans le même sens. Si on n'a pas tous les trimestres, comment c'est décoté ? Alors, en fait, c'est ce que j'ai expliqué. Une retraite, ça se calcule en 3 parties. Le salaire annuel moyen, le taux et la partie trimestre. D'accord ? Le taux de 50%, il est fixé aussi en fonction d'un certain nombre de trimestres. À l'heure actuelle, il faut 168 trimestres dans une carrière, pour les personnes qui partent aujourd'hui, 168 trimestres pour bénéficier d'une retraite à taux plein dès l'âge légal. D'accord ? Si on a moins de trimestres, il y a un coefficient de minoration. Alors, je ne les connais pas par cœur, les taux de coefficient de minoration, mais tout est disponible sur le site l'assurance-retraite.fr. Il y a les tableaux qui donnent la valeur du coefficient de minoration. Mais en fait, c'est un coefficient de minoration qui est calculé par trimestre manquant. Donc, ce coefficient de minoration, s'il manque 10 trimestres, on va le multiplier par 10. Et ça donnera de combien on abaisse le taux. Quoi qu'il arrive, le taux ne peut pas être en dessous de 37,5%. D'accord ? Donc, c'est soit entre 37,5 et 50. D'accord ? Mais c'est diminué en fonction du nombre de trimestres manquants. Et après, il y a la 3e partie du calcul, nombre de trimestres au compte sur le nombre de trimestres nécessaires. Donc, si on n'a que 160 trimestres, on aura un taux minoré. Et en plus de ça, la dernière partie du calcul, on va multiplier par 160 sur 168. C'est complexe, hein ? Il faut faire des études de maths pour travailler en caisse de retraite. Alors, ça, c'est une question qu'on a reçue en plusieurs exemplaires, si je puis dire, qui est de MA. Je ne trouve pas mon service militaire sur mon relevé de carrière. Comment le faire apparaître ? Alors ça, vous avez régulièrement la question, mais nous, en tout cas, on l'a reçu à plusieurs reprises. C'est assez fréquent, même si avec les générations plus jeunes, ça arrive de moins en moins souvent, puisque maintenant, c'est dématérialisé, c'est automatisé, les déclarations. C'est pas très compliqué. En fait, il faut contacter le service des armées. Vous avez l'adresse sur le site internet l'assurance-retraite.fr. C'est Casette Bernadotte, mais c'est dans le sud de la France, j'ai plus l'adresse exacte en tête. Mais en tout cas, voilà, il suffit de demander un état signalétique et des services à la Caisse des Armées qui vous l'envoie, vous nous le faites, vous nous le transmettez et nous, on met à jour la période militaire. Ça va très, très vite. Franchement, c'est très simple. Vous trouvez l'adresse en fonction du corps d'armée dans lequel vous avez fait votre service militaire. Vous trouvez l'adresse sur notre site internet, l'assurance-retraite.fr. Et puis, vous nous transmettez l'état signalétique et des services dès que vous l'avez reçu. C'est très rapide. Certains ont encore l'état signalétique en leur possession. Dans ces cas-là, vous nous envoyez une copie, c'est très bien. Oui, donc pas d'inquiétude pour ce lecteur. Ça, c'est quelque chose qui se répare simplement et qui est assez courant. Je voulais vous demander une question sur le temps partiel de Marie. Donc, j'ai travaillé 14 ans en temps partiel. Ça fait maintenant 15 ans que je suis à temps complet et j'ai 52 ans. Ok. Je ne comprends pas bien si au final j'aurai une retraite pleine ou pas. En fait, la retraite pleine, ça ne dépend pas du temps de travail. Ça dépend du nombre de trimestres, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Donc, le temps partiel, en fait, ça diminue forcément les revenus. Et donc, ça diminue les montants sur lesquels les cotisations retraite sont prélevées. D'accord ? Nous, pour calculer une retraite, ce qui nous intéresse, c'est le montant de la cotisation retraite qui est prélevé sur les salaires. Ce montant de cotisation retraite permet de valider un certain nombre de trimestres. Ce n'est pas une durée d'activité ni un temps de travail qui valide des trimestres. C'est un montant de cotisation retraite prélevé. D'accord ? Donc, on va dire 95% des cas, même si vous êtes à temps partiel, vous validez 4 trimestres sur une année. Parce que le montant de cotisation prélevée suffit pour valider 4 trimestres. D'accord ? Les montants, les plafonds qui permettent de valider les trimestres sont tous indiqués pareil sur notre site internet. Vous avez toutes les valeurs indiquées sur l'assurance-retraite.fr. Pour vous donner un ordre d'idée, en gros, à l'heure actuelle, c'est 1 600 € pour valider un trimestre. 1 600 € de salaire sur lesquels on prélève des cotisations. Et donc ça, c'est sur une année civile complète. Donc en tout, il faut avoir perçu 6 000 € bruts sur lesquels on prélève, 6 000, 6 400 € bruts sur lesquels on prélève des cotisations retraite pour valider ces 4 trimestres. Donc dans la majorité des cas, le temps partiel permet de valider les 4 trimestres. Mais alors du coup, Par contre, ça va jouer sur le montant. Voilà. Et c'est peut-être que j'imagine, mais moi je comprenais dans la question aussi. En fait, il n'y a pas une histoire de, c'est sûr, je sais pas, les 20 ou 25 dernières années. Pas dernière, meilleure. Les 25 meilleures années. Donc, du coup, moi j'imagine un peu ça derrière cette question. Elle a travaillé 14 ans à temps partiel. Ça fait 15 ans qu'elle est à temps complet. Elle a 52 ans, donc elle va pouvoir travailler, si elle continue à temps complet, plus de 30 ans à temps complet. Dans ces cas-là, est-ce que sa retraite sera calculée sur ces années de temps complet ou est-ce que malgré tout, le fait d'avoir été à temps partiel va... Ça va être calculé sur les 25 meilleures années de montant reporté au compte, quelle que soit la situation professionnelle. Nos conseillers ne connaissent pas la situation professionnelle des personnes. Ils ne savent pas si c'est du temps partiel, si c'est du temps complet. Ils ne savent pas si c'est un travail du 1er janvier au 30 juin ou si c'est un travail du 1er janvier au 31 décembre. On peut les avoir, ces informations-là, mais ce n'est pas pris en compte dans le calcul d'une retraite. Ce qu'on prend, c'est le montant global sur une année civile, le montant soumis à cotisation. On prend les 25 meilleures années et on en fait la moyenne. C'est ce qui définit la première partie du calcul, le salaire annuel moyen. D'accord. Ok. Donc oui, il y a de fortes chances que les années en temps complet soient favorisées par rapport aux années à temps partiel. Il y a de fortes chances, mais c'est jamais sûr à 100%. Oui, c'est ça. Mais c'est en tout cas une question des années les meilleures voilà. qui sont prises en compte. Alors, on a reçu à nouveau tout un tas de questions par Facebook. Donc, je vais vous transmettre celle de Sylvie, qui nous dit « Bonjour, je dois partir fin 2024. Si je suis en arrêt maladie la dernière année, est-ce que je vais devoir partir plus tard ?» Donc, comment est pris en compte et impacte l'arrêt maladie sur le départ en retraite? Alors, l'arrêt maladie, en fait, ça va être une période où vous n'aurez pas de salaire reporté au compte. Vous touchez des indemnités journalières, forcément. Vous touchez quand même des ressources liées à l'arrêt maladie. Mais ces montants-là ne sont pas reportés sur le relevé de carrière pour le calcul de la retraite. Par contre, la période de maladie permet de valider des trimestres au compte. Donc, ça n'a pas d'impact sur le nombre de trimestres et donc, a priori, sur la date de départ, sur une période aussi courte, sur une année, quand on est une année en maladie, on va valider 4 trimestres sur cette année de maladie. Et donc, si les conditions ont été atteintes avec une activité professionnelle, elles seront atteintes avec cette période de maladie. Par contre, ça peut jouer sur le montant de la retraite versée, puisque si la dernière année fait partie des 25 meilleures années, si on la retire, on diminue un peu la moyenne des 25 meilleures années. D'accord. Bon, mais a priori, c'est mineur comme impact. Pas trop d'inquiétude pour Sylvie. J'enchaîne sur une autre question qui nous est arrivée par Facebook de Gino. Bonjour, je suis en reconnaissance de travailleur handicapé avec un taux de 35%. Est-ce que la retraite anticipée est concernée par ce pourcentage Alors, je le lis en même temps que vous. De plus, j'ai le diabète et cholestérol, j'ai 53 ans. Bon, on va se concentrer sur la question de la retraite anticipée en tant que travailleur handicapé. Alors, il existe un dispositif de retraite anticipée pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.
À législation en cours, c'est-à-dire avec la législation actuelle, il faut avoir un certain nombre de trimestres sur le relevé de carrière et aussi un certain nombre de trimestres cotisés, le tout sur la période de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Donc en fait, il y a deux conditions, c'est depuis quand monsieur a cette reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, s'il faut un certain nombre d'années avec la reconnaissance pour pouvoir bénéficier du dispositif anticipé spécifique aux travailleurs handicapés. Et puis après, effectivement, il y a le taux de handicap. Alors 35%, c'est à mon sens en dessous du taux de handicap reconnu. Mais quoi qu'il arrive, si monsieur il a un doute, et je pense que c'est préférable pour tout à chacun, il vaut mieux nous transmettre les documents, vous demander une attestation d'ouverture de droit à retraite anticipée assuré et handicapé. C'est un peu long comme terme, mais voilà, ce document il s'appelle comme ça. Ça se demande 9 mois avant le point de départ souhaité, directement auprès de la CARSAT. Nous, on étudie la situation, on va vous demander les justificatifs de handicap, on va vérifier la carrière. Enfin voilà, nos techniciens vont vérifier l'intégralité de la situation et en fait, ils vont vous envoyer un courrier officiel qui vous dit oui, vous ouvrez droit ou non, vous n'ouvrez pas droit. Mais au moins, vous avez une décision officielle. 9 mois avant le point de départ souhaité. C'est l'idéal. Comme ça permet aux techniciens de tout vérifier et de s'assurer que tout est OK. OK. Donc, monsieur le reveur, il faut envoyer un courrier à la CARSAT 9 mois avant le point de départ souhaité. Sachant que le premier âge, c'est 55 ans. Le premier âge possible, hein, c'est 55 ans. Lui, il a 53 ans. Donc, il peut attendre encore un petit peu, mais d'ici 1 an et demi, il peut faire sa demande d'attestation. Alors, une question de Brigitte via Facebook. Bonjour, je suis née le 25 avril 1962 et je suis, on enchaîne un peu sur les mêmes questions, en invalidité, catégorie 2. J'ai 160 trimestres, puis je reste en invalidité jusqu'à mes 168 trimestres. Alors, pour les pensionnés d'invalidité, c'est un peu particulier parce qu'il y a un dispositif qui s'appelle la substitution entre la pension d'invalidité et la retraite. Okay. Donc, en fait, quelle que soit la catégorie de la pension d'invalidité, la madame précise qu'elle est en catégorie 2, mais c'est valable pour les catégories 1 et les catégories 3 aussi. Quelle que soit la catégorie, quand vous bénéficiez d'une pension d'invalidité, en fait, c'est la retraite qui va prendre le relais. Jusqu'à présent, c'était à partir de 62 ans, ça restera a priori 62 ans avec la réforme. D'accord. On attend le décret, ça ne sera pas décalé à 64 ans, a priori, ça restera à 62 ans. Okay. C'est annoncé comme tel. Il y a obligation de basculer de l'un à l'autre pour les personnes qui ne sont pas en activité professionnelle. Okay. Celles qui touchent que la pension d'invalidité, qui ne travaillent pas à côté, sont obligées de passer à la retraite. Quand je dis obligées, c'est parce que de toute façon, le versement de la pension d'invalidité va s'arrêter. Okay. Donc, tant qu'à faire, autant demander sa retraite, sinon on se retrouve sans ressources. Pour les personnes qui sont en activité, par contre, elles ont le choix. Soit elles décident de poursuivre leur activité jusqu'à l'âge souhaité, du départ en retraite, soit elles décident de s'arrêter et de toucher leur retraite. Ça, c'est au choix de chacun après. Et du coup, au niveau montant, la retraite auquel ils auront droit est forcément équivalente au moins à la pension d'invalidité qu'ils avaient ou comment ça marche? Non, c'est une retraite à tout plein d'office, mais c'est en fonction de la carrière. D'accord. Après, il y a des dispositifs très particuliers, mais on ne rentrera pas dans le détail, c'est trop compliqué. D'accord, chez vous aussi. Voilà, c'est ça. Mais le technicien, il vous explique tout ça quand il est en rendez-vous en face à face avec vous ou quand il étudie votre dossier. Il étudie si vous faites partie d'un cas très particulier, il vous le dira. D'accord. On ne va pas... Voilà. Okay. Alors, une question de Nadine. Alors, c'est intéressant. Enfin, toutes les questions sont intéressantes, mais je pense qu'elle concernera pas mal de lecteurs. Nadine, elle est en retraite depuis 2 ans, mais elle s'est rendue compte qu'il y a des trimestres qui n'ont pas été pris en compte. Est-ce qu'à posteriori, quand on a commencé à toucher sa retraite, on peut venir modifier son dossier? Dites-nous tout. Alors, dans l'absolu, une retraite, une fois qu'elle est calculée, c'est un montant définitif. Après, si la personne nous prouve par des documents qu'effectivement il manque des périodes dans ma carrière, on revoit le calcul de la retraite. On refait pas un dossier complet, hein. On revoit le montant calculé de la retraite en fonction des nouveaux justificatifs apportés. D'accord. Mais il faut nous apporter les justificatifs. Il ne faut pas juste nous dire « je crois qu'il manque des années ». Non, il faut nous fournir les justificatifs qui correspondent aux années manquantes. Parce qu'au moment de l'attribution, on questionne sur l'intégralité de la carrière. Et si on a calculé, c'est qu'on a récupéré tous les documents qui permettaient de valider ou que la personne nous a répondu que l'année était correcte. D'accord.
Donc, Nadine, il faut réunir les pièces justificatives et vous rapprocher de la CARSAT. Alors là, on a une question qui revient un peu sur une question qu'on a eue tout à l'heure sur les petites retraites. Mon mari était artisan, il est en retraite, il touche 900 € actuellement en retraite. Est-ce qu'il va bénéficier de l'augmentation de la retraite? Alors, c'est vrai qu'il y a ceux qui vont en bénéficier directement, mais ceux qui touchent moins, est-ce que quand on va arriver à cette retraite à 1 200 €, ils vont aussi en bénéficier? Alors, il y a effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, une revalorisation des petites retraites qui est prévue pour les retraites qui sont déjà versées. Les modalités ne sont pas encore précisées et ces décrets arriveront un peu plus tard dans l'année. Hein. On les attend pour cet été ou septembre. Mais en tout cas, on va être obligé d'attendre les décrets pour le dire. En tout cas, il faut suivre l'actualité par rapport à la sortie des décrets. Et dès que vous avez l'information, comme nous, que le décret est sorti, se rapprocher. Mais l'étude se fera, si on peut rassurer tout le monde, nous allons reprendre l'intégralité des retraites versées, des dossiers des retraites versées, et nous étudierons, nous, en interne, en fonction des informations définies dans le décret, on étudiera si les personnes ont droit à la revalorisation ou pas. Et c'est nous qui verserons sans aucune démarche de la personne. D'accord. Il y aura quand même, enfin voilà, il y aura des modalités. Ça va prendre du temps, forcément, puisqu'il faut revoir l'intégralité des pensions versées. Il y a beaucoup de retraités en France, hein, donc ça va prendre un peu de temps. Mais ce sera fait automatiquement par la caisse de retraite. Maintenant, rien ne vous empêche de nous faire un petit mail par l'espace personnel pour savoir si on a bien commencé l'étude et où ça en est, et si la situation du dossier permettra de revaloriser ou pas. On vous répondra. Donc oui, pour toutes les personnes qui s'interrogent qui ont des petites retraites, qui espèrent l'avoir revalorisé, ça se fera automatiquement. Ça ne vous empêche pas de mettre un petit message à la CARSAT, mais en soi, vous n'avez pas à amener des nouvelles preuves ou à demander une réouverture de dossier pour voir votre pension réévaluée. Et alors, j'enchaîne sur une question de Nora sur les résidences pour retraités. Je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre, hein, je la mets, vous le dites. Alors, est-ce qu'elle apparaît, Nora? Oui. Les résidences pour retraités sont inabordables pour beaucoup en France. Est-il possible d'avoir une aide pour pouvoir aller dans une résidence retraite à l'étranger, dans la CE, hein, dans l'Union européenne? C'est vrai qu'ici, dans les Hauts-de-France, on a un certain nombre de gens qui vont notamment en Belgique. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une aide via la CARSAT ou je ne sais pas? Alors, ce n'est pas via la CARSAT. De toute façon, pour tout ce qui est résidence pour retraités, les aides financières pour rentrer dans des résidences avec accompagnement médicalisé ou autre, ce ne sont pas des aides qui sont versées par la CARSAT. La CARSAT accompagne ces retraités, mais dans le cadre du maintien au domicile et du développement de l'autonomie des seniors. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que les personnes puissent rester le plus longtemps possible chez elles, dans de bonnes conditions et en toute sécurité. Donc, on finance des aménagements de domicile, on finance des portages de repas à domicile, des aides ménagères pour faire en sorte que la personne retraitée qui commence à avoir des petites difficultés d'autonomie puisse rester le plus longtemps possible chez elle, en toute sécurité et dans de bonnes conditions. Quand la personne souhaite ensuite intégrer un état financier, il en existe en France, mais elles ne sont pas versées par la CARSAT, ce sont des aides qui sont plutôt de la responsabilité du conseil départemental. D'accord. Donc, Nora, si vous cherchez pour le moment des aides pour rester à domicile dans de bonnes conditions, vous pouvez vous rapprocher de la CARSAT. Si c'est vraiment pour un passage en EHPAD en France ou à l'étranger, là, ce sera plutôt au niveau du conseil. C'est bien ça. Alors, une question de Martine. Mon mari aura 60 ans. Alors ça, c'est les gens qui sont vraiment entre deux, hein, là, avec les Mon mari aura 60 ans le 7 octobre prochain. Il a une carrière longue. Il pouvait prétendre à la retraite au 1er novembre. Il a le nombre de trimestres suffisants, 171. Mais avec la nouvelle réforme, qu'en est-il? C'est tous ces gens qui s'étaient préparés à partir et qui là ne savent plus trop quand ils vont pouvoir partir ou pas. C'est ça. Alors là, il va falloir patienter. Malheureusement, je vais faire une réponse un peu... Voilà, c'est une réponse d'attente. Il est trop tôt. Il faut attendre ce décret d'application qui va fixer les modalités exactes de retraite anticipée carrière longue. Vous, c'est un des premiers qui va tomber, donc il va tomber pour mi-juin ou plus tard. Donc dès mi-juin, on pourra vous renseigner, on pourra donner une réponse officielle. Mais pour l'instant, on est obligé d'attendre la sortie de ce décret pour pouvoir vous dire
réellement, oui, c'est possible, non, c'est pas possible. Quoi qu'il en soit, il faut faire cette démarche de demande d'attestation d'ouverture de droit à retraite anticipée à l'heure actuelle. Nous, on va commencer la mise à jour de carrière, même sans attendre le décret. Et puis, quand le décret sera sorti et qu'on aura vraiment toutes les conditions, on pourra vous apporter la réponse définitive. Oui, vous ouvrez droit, ou non, vous n'ouvrez pas droit. D'accord. Donc, Martine, on lui dit que pour son mari, il faut ouvrir ce dossier auprès de vous Faire la demande et d'attestation. patienter en se disant que ça devrait arriver relativement Ça va vite. venir Dans vite, l'été, oui. vous devriez savoir, enfin, votre mari devrait pouvoir savoir ce qu'il en est. Alors, j'enchaîne. Alors, attendez, ça fait combien de temps? Alors, on est à un peu plus de 40 minutes. On avait dit qu'on faisait le question-réponse 40 minutes. Je vois qu'il nous reste 5-6 questions, si ça vous embête pas. On continue un petit peu pour pouvoir vous répondre à tous. Alors, j'enchaîne avec une question de C. Talbot, qui nous dit, pour la retraite complémentaire, avec cette réforme, alors moi je ne comprends pas, mais vous allez certainement comprendre ce que nous dit ce lecteur, avec cette réforme, que devient la règle de la décote des moins 10% sur les 3 premières années de retraite si on la prend avant 63 ans? Alors, ça, c'est une question qui ne touche pas la CARSAT. D'accord ? La CARSAT, c'est bien l'organisme régional qui gère le régime général des salariés du secteur privé et travailleurs indépendants. D'accord ? Et donc, le régime de retraite de base. La retraite complémentaire, c'est géré par l'Agirc-Arrco. D'accord ? D'accord. Les dispositifs mis en place par l'Agirc-Arrco suivent forcément la réforme, hein, c'est-à-dire que le décalage de l'âge légal, ils vont le suivre certainement, mais sur ce coefficient de solidarité, ça s'appelle le coefficient de solidarité, la décote de 10% en fait, d'accord ? Pour ceux qui demandent leur retraite moins d'un an après le départ possible à taux plein chez nous, il n'y a que l'Agirc-Arrco qui est en mesure de se positionner. Et ils n'ont pas encore donné leur position par rapport à l'impact de la réforme sur eux, leur réglementation sur les retraites complémentaires. D'accord. Donc il faut se rapprocher de l'Agirc-Arrco. Je vous invite à vous rapprocher de l'Agirc-Arrco. Ils devraient plus tarder à se positionner sur ces dispositifs-là. Donc ici aussi, un peu de patience. Oui, et puis surtout se rapprocher de l'organisme qui gère cette décote-là, et c'est pas la CARSAT, c'est vraiment l'Agirc-Arrco. Donc, oui, c'est qu'on ne sait pas forcément toujours vers qui se... Non, c'est pas toujours évident de s'y pour retrouver. Les différentes questions. J'ai ici une question carrière longue et retraite progressive. Là aussi, ça vous parlera plus qu'à moi. Est-ce que les carrières longues sont compatibles avec la retraite progressive? Moi, déjà, si vous pouvez m'expliquer ce qu'est la retraite progressive. Déjà, alors la retraite progressive, c'est un dispositif qui permet, avant l'âge légal, sous certaines conditions, il y a quand même certaines conditions à remplir, qui permet de diminuer son temps d'activité professionnelle, ou en tout cas de travailler à temps partiel, et de percevoir en complément une partie du montant de la retraite. Je vous donne un exemple le plus simple possible. Vous décidez, actuellement c'est à partir de 60 ans ou plus tôt, de travailler à 50% et vous touchez 50% du montant de la retraite. Donc vous touchez votre salaire de l'activité 50% et 50% du montant de la retraite. Jusqu'à la date où vous décidez de cesser définitivement votre activité professionnelle. Et à ce moment-là, on recalcule la retraite avec les nouveaux trimestres validés par l'activité à temps partiel sur la période de retraite progressive. D'accord ? C'est clair ? Donc, ce dispositif-là va évoluer, mais ça n'a rien à voir avec les carrières longues, en fait. Ce sont deux dispositifs totalement différents. La carrière longue, ça permet de toucher une retraite pleine et complète avant l'âge légal de départ à la retraite. Il faut remplir des conditions pour bénéficier de ce dispositif. La retraite progressive, quel que soit, il faut un certain nombre de trimestres au compte, c'est 150 à l'heure actuelle. On verra ce que la réforme nous dit, mais pour l'instant, c'est 150 trimestres au compte. Ça permet de travailler à temps partiel et de toucher un complément de retraite en parallèle. Ce n'est pas du tout le même dispositif. D'accord ? Il faut fournir les documents de passage à temps partiel et d'accord de l'employeur. Ok. Donc, ce n'est pas incompatible en tout cas. C'est pas incompatible. Après, il y a tellement de cas possibles. Vous pouvez très bien ouvrir une retraite progressive à 60 ans, avec les derniers trimestres, remplir les conditions de retraite anticipée
avec la réforme, on va dire à 62 ans ou 63 ans, c'est avant les 64, et du coup, cessez définitivement votre activité à 63 ans pour bénéficier d'une retraite. Donc oui, on peut passer de l'un à l'autre. Il y a tellement de cas possibles. D'accord. Mais pas les deux en même temps, en tout cas. Ouais. Ça, c'est pas possible. Ça marche. Alors là, une question sur le travail à l'étranger, qui nous arrivait via Facebook, pardon, de Antonia, qui nous dit: bonjour, mon frère a travaillé en France quelques années. Il est parti en Espagne dans les années 2000. Où est-ce qu'il doit s'adresser pour sa retraite et ses trimestres? Nous, c'est une question qu'on a souvent aussi avec la Belgique. Avec la Il y a à la Belgique. fois de Français qui ont un peu travaillé en Belgique ou inversement. Alors, comment on fait? Et après ça, j'imagine que ce n'est pas les règles intra-Union européenne extra. Enfin, si vous pouvez nous C'est ça. expliquer tout Alors ça, là, on c'est est super. dans le cadre Espagne ou Belgique. D'ailleurs, on est dans le cadre des règles européennes et des règlements européens. Donc, il y a des accords qui existent entre la France et les autres pays européens qui permettent effectivement de tenir compte de toutes les carrières réalisées en Europe pour calculer les montants de la retraite, de tous les trimestres validés. Les démarches, il faut les réaliser dans son pays de résidence. C'est la règle générale. D'accord ? Pour le règlement européen, c'est comme ça. La démarche pour demander sa retraite, ça se fait dans son pays de résidence. Donc là, pour le frère de monsieur, la démarche, ça se fait dans le pays de résidence. Ouais, donc, là où on habite. Alors pour les frontaliers, c'est quelqu'un qui habite en France et qui travaille en Belgique, sa démarche, il va la faire en France. Il va demander sa retraite en France. Quelqu'un qui habite en Belgique et qui travaille en France ou en Belgique, il va faire sa demande de retraite en Belgique. D'accord ? Et en fait, ce sont les organismes de retraite qui s'échangent après toutes les informations et qui transmettent tous les formulaires légaux à l'autre pays pour que la retraite puisse être calculée dans tous les autres pays concernés par la Convention. D'accord. Parce qu'il y a des personnes qui ont travaillé dans 5-6 pays différents. Donc, c'est l'organisme de résidence de la personne qui va contacter tous les autres organismes européens, par exemple, dans le cadre des règles européennes. D'accord. Et par contre, hors Union européenne, la personne doit aller chercher elle-même Non, il y a des conventions qui existent avec une multitude de pays. Toute la liste est disponible, je ne la connais pas par cœur, je vous l'avoue. Toute la liste est disponible sur notre site, l'assurance-retraite.fr, mais on est conventionné avec énormément de pays et la règle générale, c'est de faire sa demande dans le pays de résidence qui nous transmet ensuite les formulaires et tous les éléments qui nous permettent de faire l'étude. Ça ne nous empêche pas de reprendre contact avec les personnes si on a besoin de documents complémentaires. Mais la première étape, ça se fait dans le pays de résidence. Ok, donc contactez la caisse de retraite de votre pays de résidence. Voilà. Et si vous résidez en France et que vous avez travaillé à l'étranger, il faut nous le signaler sur le formulaire de demande. Et nous, on contactera les pays étrangers pour obtenir leur carrière. Ça nécessite du coup de vous contacter un peu plus en amont qu'une retraite normale, entre guillemets. C'est préférable, oui, on conseille 1 an avant. D'accord, ok. Donc voilà. N'hésitez pas à dire à votre frère de contacter la CARSAT un peu en amont. Je prends une autre question Facebook que je vois passer régulièrement aussi sur l'histoire de pension de réversion. Alors, c'est Bernadette qui nous dit: bonjour, en ayant la réversion de mon mari décédé, peut-on travailler à côté? Oui, bien sûr, il y a possibilité de cumuler une pension de réversion avec une activité professionnelle. Il faut juste garder en tête que la pension de réversion, c'est soumis à condition de ressources. Une des conditions pour toucher la pension de réversion, c'est la condition de ressources. Et donc, si vous reprenez une activité professionnelle alors que vous touchez déjà une pension de réversion, il faut surtout en informer votre caisse de retraite. Donc, il faut faire un courrier à la CARSAT pour nous informer que vous reprenez une activité professionnelle et il faut nous fournir les fiches de paye pour qu'on ait les montants des ressources perçues, pour qu'on puisse remettre à jour le dossier. Il se peut que une reprise d'activité professionnelle provoque une diminution du montant de la pension de réversion versée. Ça dépend des montants et du plafond de ressources. C'est pour ça qu'il faut en informer la caisse. Ok, donc c'est possible, mais informez-en bien votre caisse. C'est ça. Et je reviens, alors je n'avais pas vu cette question qui rebondit sur justement, qui est toujours la question de la retraite progressive. Donc, vous m'avez bien expliqué de quoi il s'agissait. C'est Christine qui nous explique: j'ai signé un contrat pour une retraite progressive, donc elle est 80% salariée, 20% en retraite. Du coup, comment est-ce qu'elle est concernée ou pas par l'allongement de la durée de cotisation en tant que participante à la retraite? Bonne question. Là, pour le coup, on attend vraiment le décret d'application
a priori, si madame est née après le 1er juillet 61, elle sera touchée par la réforme. Mais je peux pas donner plus de détails aujourd'hui. Il faut vraiment attendre. Là, à notre niveau, on est en attente des décrets d'application. D'accord. Bon, bah Christine, désolée, il va falloir attendre encore un petit peu. Alors, on enchaîne. J'enchaîne un peu pour essayer de répondre à un maximum de lecteurs. Oui. Je suis née le 31-10-1959. J'aurai 64 ans cette année. Je compte partir en retraite. Alors, vous devez être habitué, mais moi, tout ça me semble très mathématique. Le 1er mai 2024 ou le 1er novembre 2024. Si je pars à ces dates, est-ce que je garde la surcote de 12,5 ou 15%, sachant donc que cette personne travaille depuis septembre 1976 en continu? Oui, monsieur est né avant le 1er septembre 1961, donc il n'est pas concerné par la réforme, donc son droit sera calculé selon la législation actuelle et pas celle en attente de décret d'application pour la mise en œuvre de la réforme. Ok, donc monsieur, tout va bien, vous restez tel que vous l'aviez. Pas de changement pour monsieur. Tel que vous l'aviez calculé. Alors, hop, j'enchaîne sur une question de Sylvana. Je suis née le 1er janvier 1962. J'ai commencé à travailler à 18 ans et demi. J'ai donc une carrière longue. Avant la réforme, je devais être en retraite au 1er octobre 2023. Qu'en sera-t-il avec cette nouvelle réforme? C'est un peu la même réponse que ce que j'ai fait précédemment à une autre personne. Là, il faut vraiment attendre les décrets d'application. Début d'activité à 18 ans et demi, ça veut dire pour nous un âge clé pris en compte à 20 ans, donc un départ au plus tôt possible à 62 ans dans le cadre de la réforme. Donc déjà ça, voilà. A priori, on attend les décrets d'application, mais tel que la loi est prévue, on s'oriente plutôt vers ça. Et puis, n'oubliez pas que dans la carrière longue, il y a une condition de trimestre cotisé au compte. Et là, avec les informations données, je ne peux pas le dire. Oui, mais il y aura cette condition aussi. Il y a certes la condition de début d'activité, mais il y a une condition de nombre de trimestres cotisés. D'accord. De trimestres cotisés, donc pas que de trimestres validés. C'est bien ça. Je commence à comprendre la logique. Et donc, il faut attendre les décrets là pour madame. On n'a pas le choix. D'accord. Bon, Sylvana, il va falloir attendre encore un petit peu. Et hop, j'enchaîne avec une question de Muriel. Alors, Muriel, elle a 58 ans. Elle aussi, carrière longue, elle a commencé à travailler à 18 ans. Et j'ai mes trimestres en même temps. Mais l'actuelle, après un congé parental de 3 ans, à la naissance de son 3e enfant, est-ce qu'elle peut quand même prétendre à une carrière longue ou est-ce qu'en ayant pris ce congé parental, ça remet ça en question? Alors, le congé parental, c'est une période qui, avec la réforme, sera prise en compte période réputée cotisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cotisation, mais il y a une partie de la période qu'on va pouvoir considérer comme cotisée malgré tout, ce qui n'était pas le cas avant la réforme. Maintenant, madame, elle est touchée par la réforme. Je vais répéter, mais il va falloir attendre les décrets d'application. Et quoi qu'il arrive, moi, j'invite vraiment madame et tous ceux qui se posent la question sur cette retraite anticipée carrière longue à faire 9 mois avant la date souhaitée de départ en retraite. Donc, attendez la sortie des décrets d'application. Vous vous dites, voilà, moi, je pense pouvoir partir à telle date. 9 mois avant cette date-là, vous nous faites un courrier, vous nous demandez l'attestation d'ouverture de droit à retraite anticipée. Et nous, on vous dira si oui ou non c'est possible de partir. D'accord. C'est vraiment ce qu'il y a de plus sécurisé comme démarche. Donc, Muriel, vous attendez le décret d'application et là, 9 mois avant, vous contactez la CARSAT. On prend encore 2 questions si ça vous va. Et puis, on sera arrivé à 1 heure. Je suis née en novembre 1961, nous dit MM de ses initiales. J'ai eu 3 enfants. Elle est actuellement en invalidité. Son départ est prévu au 1er décembre. À partir de quand doit-elle faire sa demande? Tout de suite? 5 à 6 mois avant. Donc oui, on y est. Là, on y est. Je calcule vite fait, mais le mois prochain. Ouais. Courant juin, il va falloir lancer les démarches juin-juillet. Il faut lancer les démarches de demande de retraite. Bon, donc c'est parti, contactez la CARSAT dès à présent. Dernière question, c'est une question qui nous arrive de Facebook, de Bernadette Colo. C'est sa 2e question, j'ai l'impression. Qui nous dit comment est pris en compte le chômage pour la retraite? Est-ce qu'on peut cumuler les droits jusqu'à l'âge légal? Merci pour la réponse de tout à l'heure. Donc effectivement, c'est bien écrit, ce qui nous pose une 2e question. Alors, le chômage, c'est validé en trimestre.
sur la carrière, d'accord? Il n'y a pas de salaire reporté au compte, ça valide des trimestres en fonction du nombre de jours indemnisés au chômage. Quand on est bénéficiaire d'une allocation chômage et qu'on approche de l'âge de départ en retraite, il y a un dispositif, en fait, alors ça dépend des situations et ça dépend de votre situation par rapport à l'allocation chômage, hein. Mais en tout cas, si le droit chômage est ouvert selon la législation du droit chômage, en fait, vous devez fournir un document de la CARSAT qui stipule que vous avez autant de trimestres au compte et que vous obtiendrez une retraite à taux plein à compter de telle date. Voilà, c'est un document officiel qui vous dit actuellement vous avez, je dis n'importe quoi, 160 trimestres et vous aurez les 172 trimestres nécessaires pour obtenir votre taux plein à compter du 1er avril 2025. Voilà, c'est date et chiffres complètement fictifs, hein. Et une fois que vous avez ce document-là, vous le fournissez à Pôle emploi. Et Pôle emploi, normalement, si vos droits chômage sont ouverts de par leur législation, continuera à vous verser le droit chômage jusqu'à la date indiquée par votre caisse de retraite. D'accord. D'accord. Par contre, s'il n'y a plus de droit chômage ouvert, forcément, après, il faut voir avec eux. Là, c'est pas. Okay. Oui, donc tant que les droits chômage sont ouverts, c'est censé pouvoir aller. Vous pouvez toucher votre allocation chômage jusqu'à l'obtention d'une retraite à taux plein. Okay. D'accord. Ce sont des accords qui existent entre Pôle emploi et nous. On doit vous fournir un courrier pour ça. Donc, souvent, vous recevez un courrier de Pôle emploi qui vous dit là, vous avez l'âge, renseignez-vous auprès de votre caisse de retraite, mettez à jour votre carrière et transmettez-nous le document officiel. D'accord. Et là, il ne faut vraiment pas oublier de nous contacter pour faire la mise à jour de carrière. Donc, parce que pensez bien à contacter. Ça prend plusieurs mois, une mise à jour de carrière, hein. Gardez bien ça en tête. Souvent, pour les bénéficiaires des allocations chômage, ils font leur démarche un mois avant. Mais une mise à jour de carrière, c'est minimum 4 mois. Ça prend du temps. Il faut qu'on regarde. On regarde toutes les années de votre carrière. Donc actuellement, on remonte dans les années 70, voire même avant, d'accord? Ça prend du temps pour les techniciens, donc ça prend plusieurs mois. Il faut vraiment garder ça en tête. Une mise à jour de carrière, ça ne se fait pas en une semaine, ça se fait en plusieurs mois. Vous nous avez dit à plusieurs reprises, hein, là dans les situations un peu complexes, vous dites 9 mois, et dans les situations classiques, vous dites 4-5 mois en gros, avant la date clé. Alors, on arrive à la fin de cette heure. On a déjà répondu à quelques questions supplémentaires. Je vois qu'il y a encore un certain nombre de questions qui sont arrivées via Facebook. Malheureusement, on ne peut pas tous vous répondre, mais on va demander à Mélanie de Blog de nous dire là, vous avez des questions, vous n'avez pas obtenu votre réponse, comment vous y prendre? Dites-nous, qu'est-ce qu'ils peuvent appeler sur le site en direct, voilà. Dites-nous tout. Alors là, vous êtes des personnes qui utilisent Internet, a priori, donc créez votre espace personnel sur le site l'assurance-retraite.fr, d'accord, qui est le site officiel de l'assurance retraite, hein, donc de la Caisse nationale qui gère le régime général. D'accord. Vous créez votre espace personnel, c'est un espace sécurisé, c'est gratuit complètement. Il y a 3 questions, c'est facile pour créer son espace. Et là, vous avez accès à votre relevé de carrière, donc vous avez déjà vos données personnalisées, sécurisées. Vous aurez accès à des simulateurs d'âge, de montant, donc ça vous donne déjà plein d'informations en accès direct. Et si ce n'est pas suffisant, si vous posez encore des questions, posez votre question via la messagerie sécurisée de ce site-là. Vous êtes directement en contact avec un technicien de votre région, d'accord, qui répond à vos questions sous 48 heures. On a un engagement de réponse via cette messagerie sécurisée sous 48 heures. Si vraiment vous n'aimez pas trop ce système-là, vous pouvez bien évidemment nous poser des questions, soit par courrier ou par téléphone au 39 60. D'accord. Est-ce que le simulateur, nous demandons en direct, est à jour là avec la réforme des retraites? Alors, la Caisse nationale a mis en place un simulateur qui s'appelle La réforme des retraites et moi.fr, avec des tirets entre chaque mot. La réforme des retraites et moi.fr. Ce simulateur, il est mis à jour au fil de l'eau de la sortie des textes officiels. Donc là, avec la promulgation de la loi, on a mis à jour tout ce qu'on pouvait avec le texte de loi global. Et dès qu'un décret va sortir, on mettra à jour le simulateur au fur et à mesure. D'accord. OK. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions, enfin à toutes les questions des lecteurs. Merci beaucoup, chers lecteurs, de nous avoir suivis en direct. Vous pouvez, si vous avez encore des questions, vous n'avez pas obtenu de réponse, vous pouvez aussi nous les envoyer à La Voix vous répond @lavoixdunord.fr. Nous sommes nous-mêmes en contact avec la CARSAT et donc nous vous répondons aussi régulièrement par mail. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt et bonne journée.